Bonjour et bienvenue au Paris Images AFC Events. Bienvenue à cette conférence enregistrée au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains dans les conditions du direct qui se déroule dans le cadre de cette 8e édition du Paris Images qui a lieu cette année entièrement en ligne. Avec moi, 5 intervenants qui vont débattre sur un sujet tristement d'actualité, Covid, quelles conséquences pour les industries techniques ? Les industries techniques touchées de plein fouet par la crise sanitaire ont su trouver des solutions pour résister à l'arrêt total de tournage, puis à la reprise, adapter les outils, les méthodes de gestion face à la Covid-19. Avec ces partenaires, nous parlerons de leur retour d'expérience, mais aussi de leur point de vue sur l'avenir du cinéma. Je vais donc donner la parole à Patrick Leplat, directeur général de Panavision, qui représente les loueurs, Marc Galerne, PDG de K5600 pour les fabricants, Nicolas Negelen, PDG de Polisson pour la post-production, Éric Moreau, directeur des studios TSF pour les studios de tournage, et le directeur de la photographie Stéphane Camille, qui représente ici l'AFC. Et je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'ils ont accès en parallèle à un chat via une chatbox active tout au long de la diffusion de cette conférence. Alors Stéphane, on commence par les studios. Éric, pardon, c'est ce que je disais. Éric, commençons par les studios. Le 15 mars, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Arrêt total, tout de suite? Le 15 ou 16 mars, c'était l'arrêt absolu. Tout a été gelé donc jusqu'à la fin, je ne sais plus quand c'était, vers le 15 ou 20 mai. Et plus un seul tournage, les camions sont rentrés au parking, les studios se sont arrêtés. Et voilà, c'était comme ça pendant toute cette période. On avait déjà eu un début d'année qui était un peu mollasson. Et on a eu cette période qui était totalement arrêtée. Il y a eu des conséquences immédiates, c'est ça? Vous m'en parliez quand on a un peu préparé cette rencontre, avec déjà un premier gros contrat qui a été perdu tout de suite. Oui, on avait cette discussion pendant tout le printemps et on devait avoir une grosse série américaine pour Apple TV qui devait occuper tous les studios d'Épinay pendant presque un an. Et avec un début officiel le 27 juillet, le 24 juillet, ils ont renoncé. Voilà. Donc ça, c'était un peu le premier coup dur. On en a eu quelques autres aussi pendant ce temps-là. De toute façon, on a enregistré, on va dire, une baisse totale pendant toute cette période de quelques mois. Ensuite, sur le reste de l'année, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais en gros, ça a impacté sur un manque de à peu près 25%, 20-25%, ce qui n'est pas dramatique en réalité par rapport à ce début d'année qui était catastrophique, parce qu'il y a eu le rattrapage qui a été assez intense entre septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Mais c'est sûr qu'on a perdu ce gros contrat qui augurait des bonnes choses parce que c'était les plateformes américaines, c'était du boulot pour tout le monde. Il y avait des incidences sur tous les métiers par rapport à TSF en particulier, et puis tous les intermittents qui allaient travailler dessus. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est supposé revenir, se décaler sur 2021. On verra. Patrick, vous, qu'est-ce qu'il a fallu faire chez Panavision? Mettre au point tout de suite des procédés, une méthode de travail complètement différente? Ouais, donc je peux revenir sur ce que dit Éric. Oui. C'est vrai que pour ce qui est de la location, alors les studios, Panavision ne possède pas de studio, mais pour ce qui est de la location, à l'inverse des studios, pour nous, le début de l'année était un début d'année qui était vraiment extrêmement encourageant. Et je me rappelle qu'en février, on était dans la problématique de matériel et de s'organiser. Je pense qu'en 4 jours, tout s'est arrêté. On est passé de 120% à 0 en 4 jours. Donc, nous, je crois qu'on était un petit peu les seuls dans le monde. On avait un tournage qui était à Dubaï, qui est resté. Donc, on s'est retrouvés comme ça. Dans le groupe Panavision, être les seuls à avoir un tournage, parce que c'était mondial. C'était pas simplement un marché franco-français. Et tout de suite, évidemment, j'ai pensé que c'était une situation qui allait être une situation qui allait perdurer. J'ai réfléchi comment on pouvait travailler dans cet environnement et donc évidemment changer nos manières de travailler, de protéger les équipes. C'était un souci premier. Et on en parlera un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que tout de suite, la direction a été d'essayer de s'organiser différemment, de manière à pouvoir continuer dans le temps. Oui, surtout que chez vous, ça va, ça vient, enfin, ça circule, il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'échanges, le matériel, il y a beaucoup de matériel. On a une préparation d'un set de caméras, je ne sais pas, c'est en centaines d'éléments qu'on est obligé de faire. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les équipes de préparation et nos équipes. Donc on ne contrôle pas tout ce qui vient de l'extérieur et pourtant on est obligé de garantir une sécurité à l'intérieur.
Et donc c'est là où il a fallu que je mette en place des séparations, des process différents. Sur la préparation, on a limité les accès aux ateliers pour pouvoir garantir un espace sain sur les ateliers. Donc j'ai inventé un système de nettoyage à base de gaz que le groupe a repris, hein, qui nous permettait on peut dire presque stériliser, c'est pas le terme, mais de nettoyer donc le matériel qui rentrait, hein, sans pour autant bloquer l'opérationnel, parce que au départ, les outils qu'on avait, c'était un truc qui s'appelait quarantaine, et on ne savait pas, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au début, on me disait, non mais bon, de toute façon, t'inquiète pas, 3 heures après, le Covid a disparu. Rapidement, on nous a dit, bah non, ça tient plusieurs jours, pour aller jusqu'à 7 jours. Donc c'est pas possible pour nous, en tant que prestataire, de bloquer du matériel pendant 7 jours sans rien y faire. D'un autre côté, nettoyer avec un chiffon toutes les caméras et tous les câbles, c'est juste impossible, hein. Et puis aussi, il faut bien parler concrètement de coûts, quoi. Quand on commençait à dire, bon, bah alors voilà, le Covid, ça coûte de l'argent. On nous a dit, bah ça tombe bien, comme ça coûte de l'argent, on va vous en donner moins. Voilà, donc c'était très compliqué. On a réussi avec ce système gazeux et construire des boîtes UV Box à quasiment obtenir des process qui sont presque transparents aujourd'hui. Donc 2020 pour nous a été une année qui nous a préparés à 2021, je dirais. Marc, on en parlait également pendant la préparation. Cette crise sanitaire, ça a été un accélérateur de la destruction de valeur des industries techniques? Oui, enfin, nous, c'est quelque chose dont on est témoin depuis pas mal d'années. On voit en fait déjà le budget, le poste technique sur les budgets a baissé, baisse régulièrement. Là, j'ai regardé les derniers chiffres de la FICAM. Les budgets moyens ont baissé de 31%, mais la part technique sur ces films a baissé de 35%. C'est-à-dire que de toute façon, au lieu de baisser de 31%, ce qu'aurait pu se dire, on a une baisse générale de 31% sur tous les budgets. Non, on arrive toujours à grignoter un peu sur le côté technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent depuis un moment. J'ai toujours essayé de faire un peu lanceur d'alerte sur, notamment dans des articles dans la lettre de l'AFC. Cette crise, en fait, met en avant le fait qu'on est dans un système qui ne marche pas, qui ne marche plus. Alors, ça ne se voit pas au début, parce que nous, en tant que fabricants, et là, je veux me permettre de parler aussi par rapport aux distributeurs de matériel qui vendent un appareil une fois, contrairement à de la prestation où le matériel est vendu plusieurs fois, où il y a un amortissement sur un plus long terme. On a tous été frappés. On est dans ce wagon de queue qui est en train de brûler, quoi. Donc, à un moment donné, je pense que ça va remonter les autres wagons. On ne peut pas rester dans une situation comme celle-ci. Nous, c'est ce qu'on a ressenti. On a fait un début d'année 2020 qui n'était pas terrible. Mars, évidemment, ça s'est bloqué. On a réussi à faire un truc exceptionnel en avril, c'est-à-dire qu'on a fait un mois négatif, parce qu'on a des commandes qui se sont annulées. Et puis, autant au niveau de la prestation, il y a une reprise qui s'est faite avec les tournages, autant pour nous, cette reprise, elle n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la part des productions, je pense, une sorte de chantage bah oui, on est touché par le Covid, il faut nous aider, on est obligé d'avoir, on a des coûts supplémentaires. Mais on a tous été touchés, on a tous eu des coûts supplémentaires. Nous, on a eu une perte de 70% de chiffre sur le premier semestre. Et franchement, les gens, nous, avec qui on travaille, qui sont des gens de l'industrie, qui sont des fondeurs, qui sont des gens qui fabriquent, qui sont dans de l'industrie pure et dure,
ils s'en foutent de savoir les problèmes des loueurs et les problèmes des producteurs et les problèmes qu'on a nous. Eux, ce qu'ils ont, c'est derrière, il faut payer ArcelorMittal, il faut payer tous ces gens-là qui rigolent pas. Donc, on est un peu dans cette... on se retrouve un peu donneur d'alerte parce que c'est la reprise de septembre et octobre, novembre des tournages. Pour nous, elle a eu 0 incidence. On a eu de la chance parce qu'on a développé sur d'autres créneaux. On a réussi à faire notamment fournir des plateaux de la Française des Jeux, qui ont été des trucs complètement en dehors du métier ou showroom de quartier, qui nous ont permis de limiter la casse. Mais on finit avec 45% de chiffres en moins par rapport à 2019. Au niveau de la post-production, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un arrêt total chez vous également? Oui, il y a eu un arrêt total. Chez nous, ça s'est passé en 24 heures. Enfin, c'était extrêmement brutal parce que voilà, on observait évidemment l'actualité, mais on ne s'attendait pas finalement à ça. Et on a vu tous nos clients, toutes les équipes présentes s'arrêter. Vraiment 24 heures, quoi. C'était assez sidérant. Donc on a pris le temps de sécuriser des données. Alors nous, chez Polisson, on avait la chance qu'on n'avait pas de tournage à ce moment-là. Donc déjà, il y a 2 tournages qui venaient de se finir la semaine d'avant, et puis évidemment des projets qui se sont largement décalés, mais qui ont repris. Je crois qu'on est tous témoins de ça. Les tournages ont repris dès le mois de mai-juin, quoi. Enfin, fin mai, juin, il y a vraiment eu... Et ça s'est passé de la même façon pour nous. Voilà, donc arrêt, on sécurise les données, et on tente, parce que c'était tellement brutal qu'on n'était pas préparé, et on tente de faire de la continuité sur certains postes. Et alors c'est quand même relativement limité sur la post-production, parce la post-production ne peut pas se faire entièrement en télétravail, on l'imagine bien, mais on a pu localiser par exemple des montages chez les talents, et nous de notre côté sur les process internes, faire de la gestion de rush, de tournage qui était encore fraîchement terminé, des pré-étalonnages, des choses comme ça, mais quelques deliveries. Enfin, bon, ça, c'est des process qu'on sait faire, et qu'on savait déjà faire finalement presque Enfin, évidemment, ça nous a aguerris à la chose, mais on était un petit peu pas non plus... Enfin, on a pu répondre à ça, mais c'est très, très, très peu de choses, quoi. Et donc, l'impact sur le chiffre d'affaires, pendant 2 mois, il a été... nous, on n'a rien fait, quoi. Et même s'il y a une forte reprise d'activité, c'est quelque chose qui ne sera pas rattrapé? Alors si, chez Polisson, on a vraiment eu un redéploiement et un redémarrage absolument incroyable, au-dessus de notre moyenne habituelle, quoi. Voilà, donc on a eu de juin à décembre, une douzaine de tournages qui ont démarré, plus toutes les post-productions des films qui étaient déjà engagés, quoi. Donc tout ça a créé beaucoup de volume d'activité. Et on se retrouve, nous, moins impactés que beaucoup d'autres, avec disons une baisse de chiffre d'affaires inférieure à 10%, quoi. Donc c'est miraculeux. Voilà. Ça, oui, voilà. Il faut être très conscient que je ne représente pas toute la filière, qu'il y a des gros écarts. Tout dépend où on se place dans la chaîne de fabrication. Disons que nous, on a la chance d'être généraliste, donc on va du tournage vraiment à la fin des opérations, en incluant le son, ce qui fait qu'on arrive à évidemment avoir un effet de lissage qui est plus important, parce qu'on travaille sur des projets qui sont des fois initiés depuis 2 ans, des fois 3 ans, donc on a beaucoup, beaucoup travaillé en 2020 sur des projets que j'appellerais pré-Covid, à la fois en termes de financement et en termes de tournage. Donc à ce moment-là, c'était plus simple, quoi. Enfin, plus simple, quand ça a repris, on n'en menait pas large, parce qu'on se demandait d'abord si les utilisateurs, les talents, enfin les gens qui travaillent chez nous, les producteurs, reviendraient, parce qu'il y avait quand même, au moment du confinement, je trouve un effet vraiment de peur très fort de la part des gens. Et en fait, on s'est retrouvé avec finalement, à l'inverse, une grande envie de reprendre, de travailler, de venir dans les studios, de venir dans les salles de montage,
évidemment, on a mis en place beaucoup de mesures sanitaires. C'est assez lourd. C'est peut-être un peu moins lourd que chez un loueur, mais enfin, c'est quand même très lourd parce que chaque salle, il faut la nettoyer très fréquemment. On a des problèmes spécifiques, par exemple, sur les enregistrements de son, où il faut nettoyer le matériel très souvent. On ne peut plus mettre 12 personnes dans un studio de post-synchro. On perd du temps avec ça. Enfin, il y a quand même des éléments, disons, qui ont été à revoir. Mais moi, je salue l'ensemble des utilisateurs de la post-production qui ont vraiment joué le jeu, quoi. Stéphane, vous étiez en plein tournage, un tournage qui a été interrompu net, c'est ça? C'est ça, absolument. Moi, j'étais en tournage sur un téléfilm au moment où l'annonce de confinement a été faite. La production, personne n'avait vraiment vu venir la chose arriver. On avait les nouvelles, effectivement, de cette épidémie qui avançait. On n'imaginait pas ce qui allait passer. Ça allait se passer et du jour au lendemain, le dimanche, pour une reprise de tournage le lundi, comme prévu normalement, la production a annulé le tournage en disant on s'arrête. Et le film s'est arrêté pendant 3 mois. On a repris fin juin. Voilà. Alors il y a eu cette espèce d'étape un peu de saisissement. Et puis l'AFC, on a essayé de mettre en place avec la CST, le CCHSCT, on a été consulté pour établir les fiches métiers, etc. L'important, c'était d'établir un protocole sanitaire pour pouvoir reprendre au plus vite le tournage. Nous, on était impliqués dans cette démarche et on a vraiment cherché à établir un protocole qui soit réaliste sur un plateau. Il fallait absolument pouvoir tourner. Au départ, on imaginait des solutions très complexes de fumigation dans les camions, pour échanger un objectif entre 2 assistants, se désinfecter les mains, etc. à chaque geste. Enfin, c'était pas réaliste et il a fallu, à travers des discussions, mettre en place un protocole qui est celui que nous avons aujourd'hui, qui nous permet de reprendre le tournage, les tournages. Et il y a eu cette période aussi où il a fallu que les productions trouvent des accords avec les assurances et que le CNC, je pense, mette en place son fonds. Bon, les choses ont repris donc 3 mois plus tard et le tournage a redémarré donc avec un protocole que nous découvrions tous dans la réalité du plateau, un référent Covid sur le plateau qui venait de Medic on the Set, donc quelqu'un de compétent, un ancien capitaine des pompiers formé au secourisme et qui avait l'habitude de travailler sur des plateaux pour sécuriser les plateaux. Donc il a mis en place la distribution du gel, la distribution des masques le matin, les équipes coiffure maquillage, eux étaient en blouse blanche, coiffe et respect des distanciations sur le plateau. Et c'est vrai que finalement on s'est aperçu que les équipes ont cette force d'adaptation et une certaine résilience qui a permis finalement le tournage à redémarrer assez rapidement. Il y a eu peu de perte de temps, j'ai l'impression, sur le plateau. Le responsable du Covid, le responsable sanitaire, passait sur le plateau régulièrement, distribuer du gel, nous rappeler les petits gestes, attention, remets bien ton masque, écartez-vous, ventiler les pièces. On a dû adapter certains décors et renoncer à certains décors parce qu'on tournait par exemple dans un appartement, dans une copropriété. Ce n'était plus possible d'être accueilli au sein d'un immeuble, etc. Donc on a changé de décor, on a trouvé une maison. Il y a eu certaines scènes qui ont dû être modifiées. Par exemple, les comédiens devaient tenir un enfant dans leurs bras, etc. Bon, la DAS ne voulait plus ce type de geste. Donc il a fallu adapter là aussi la mise en scène. Mais les choses se sont plutôt déroulées de façon assez fluide. Ça a été plutôt rassurant même. Mais j'insiste sur le fait que la présence du référent était très rassurante et nous a formés aussi à ces nouveaux gestes et à ces nouvelles habitudes à apprendre sur un plateau. Oui, donc ça ne peut pas être quelqu'un de l'équipe qui tient ce rôle. Alors, j'ai fait un autre film plus tard
chaque production, finalement, s'adapte. J'ai refait un autre film en septembre-octobre. Et là, la production avait pris au départ un référent qui était un infirmier, mais quelqu'un qui n'était pas habitué au plateau. Et dès les premiers jours, on a vu qu'il n'était pas à la hauteur. Il était complètement... il ne comprenait pas son rôle, ce qu'il devait faire, etc. Du coup, finalement, la production a fait appel à une régisseuse et qui est venue sur le plateau, qui avait en charge de ce rôle de référent. Donc elle connaissait mieux le fonctionnement du plateau. Les équipes étaient déjà plus habituées à tourner avec ces protocoles. Donc il y avait une certaine autodiscipline et les gens faisaient attention. Mais on a vu qu'il y avait quand même des défaillances. Et en plus, la production a fait un choix qui était de ne pas avoir toujours ce référent sur le plateau. C'est un jour sur deux, selon les décors. Et on voyait bien que lorsque la référente était absente, il y avait du relâchement. Hein, les masques étaient moins fréquemment changés, les gels n'étaient pas distribués sur le plateau aussi régulièrement, les gens pouvaient s'agglutiner plus facilement dans une pièce parce que les mauvaises habitudes reprennent vite. Voilà, les gens ont envie d'être à côté du plateau, être disponibles. Et c'est vrai qu'il faut une certaine discipline et le référent, la présence du référent, un référent est vraiment sécurisant. Ça, je pense que c'est une nécessité. Alors, on parle d'habitude justement. Alors moi, ce que je voudrais savoir maintenant, cette crise, donc, est-ce que c'est une rupture majeure dans vos façons de travailler? Est-ce que c'est des changements d'environnement? Par exemple, Eric, on parlait des studios. Est-ce que du coup, les studios, c'est un environnement maîtrisé? Est-ce qu'ils ne deviennent pas plus attractifs maintenant? Oui, alors en plus, nous, on a la chance chez TSF, nos studios sont un peu disposés de façon aérée. C'est comme ça aussi au Épinay, tout est disposé autour d'une cour centrale, ce qui enlève un peu de stress. Puis il y a pas mal de locaux. Ce qu'on fait au Backlot 217, alors c'est aéré par définition. Donc ça, c'est un peu un atout. Votre question, c'était est-ce que les choses ont changé? Est-ce que la façon de travailler, est-ce qu'il y a des ruptures majeures dans la façon de travailler? Moi, je pensais du coup aux studios qui deviennent peut-être plus attractifs, Oui. un environnement plus Alors maîtrisé. Tout le monde l'a pensé, tout le monde l'a espéré très fort. Il y a failli y avoir un phénomène négatif au départ qui aurait pu être bénéfique pour les studios. Il y a eu un film, par exemple, de François Ozon qui avait perdu son décor d'hôpital vers le mois de juillet, fin juin-juillet, et puis qui devait se rabattre en studio. On était tout contents de les récupérer. Enfin, c'était un bien pour un mal. Enfin, voilà. Mais à l'arrivée, ils ont récupéré leur décor d'hôpital. Ce qui fait que les gens, c'est ce que disait Stéphane, c'est que tout le monde est retombé sur ses pieds assez vite, avec une faculté d'adaptation assez extraordinaire. Donc bon, nous on a vu apparaître une espèce d'attitude des personnes de penser au monde de demain. Il y a eu le référent Covid et parfois les producteurs, les CCHFCT, etc., tout le monde s'est mis à penser à d'autres référents, à des référents comment dire, harcèlement. Oui. Des référents, toutes sortes de choses. Écologie. Alors ça, voilà, je voulais y venir. Ça, on est rentré en même temps dans cette thématique. C'est coïncidé, c'est un peu la même année. Et il y a eu ce lien de prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Et l'écologie, alors nous, typiquement en studio, puisque là, on est dans un environnement qui est assez cloîtré, avec des problèmes de recyclage des décors, des problèmes d'environnement comme ça, de fabrication de nouveaux studios, puisque c'est notre problématique, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc tout ça, c'est venu un petit peu en même temps. Voilà, hygiène, écologie, développement durable, toutes ces thématiques. Bon, après, l'effet studio pur, on ne l'a pas encore mesuré. C'est-à-dire se dire que les productions vont se dire on va éviter de tourner en extérieur pour aller à l'intérieur des studios, ça n'a pas encore été mesuré. Je pense qu'on fera peut-être un bilan là-dessus fin 2021. C'est possible. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas. Le tournage dont je vous parlais de la série américaine, ils avaient prévu de tourner chez nous et de tourner dans une friche qui est les anciens laboratoires d'Épinay, des labos éclairs, qui étaient transformés en lieu de tournage en fait en plein air. Et avec ces deux lieux, studio plus anciens labos, ils voulaient faire 85% de leur décor. Voilà, ça c'était une sorte d'opportunisme de se dire on va éviter les rues de Paris en live, la fréquentation des petits commerces, des moyens de transport, etc. Bon, c'est peut-être un phénomène qui va s'accentuer. Moi, je ne l'ai pas constaté encore. D'accord. Alors vous, Patrick, quand même, quand vous avez mis en place vos procédés, vos procédés Covid, on va dire, vous avez pensé long terme. Oui. Il y a une vraie transition qui est en train de se faire dans les métiers. Je pense que le Covid a été un accélérateur. Comme tu disais, Eric, on prend conscience de beaucoup de choses. Et moi, je me suis retrouvé confronté vite à me dire, bon,
le contexte va être différent. Je ne peux plus avoir les mêmes manières de travailler ou d'accueillir les gens parce que j'imaginais bien qu'une crise comme ça, on a tous été extrêmement surpris. D'ailleurs, on voit bien dans tous les commentaires qu'on a tous, chacun, en fait, il y a une espèce d'assommoir qui nous tombe sur la tête, là. On est comme tous anesthésiés et il nous faut quelques temps pour sortir. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la rupture a été aussi brusque. Et personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un phénomène comme ça qui nous tombe dessus. Donc là, il y a eu un électrochoc. Bon, on s'est tous arrêtés. Et puis, je pense chacun dans son métier a essayé de voir les choses différemment. Et moi, je me suis dit, forcément, ce genre de choses, ça peut revenir. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter demain. Essayons de réfléchir à un mode opératoire qui nous permettra de continuer. Et là, effectivement, toutes les process de sécurité que je commençais à mettre en place, qui nous prenaient beaucoup de temps, j'étais obligé de limiter les échanges entre les personnes. Donc, on a limité le nombre de personnes à l'intérieur de la société et on a aussi limité le temps de préparation. Mais on ne peut pas limiter d'un côté et puis rien faire de l'autre. Donc, on a changé la méthodologie de travail et jusqu'à présent, on avait une méthodologie de travail où les équipes... D'ailleurs, c'est un petit peu lié à l'expérience que j'ai de Panavision. Panavision, c'est une société mondiale. Et j'ai la chance de pouvoir aussi m'inspirer de ce qui se passe dans les autres pays. Et dans les autres pays, les préparations des projets sont plus sous la responsabilité du loueur, là où en France, on peut dire que c'est quand même la production qui gère toute cette notion d'essai de construction. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on avance un peu plus le travail en interne, de manière à ce qu'il puisse y avoir des temps de préparation plus courts. J'ai des locaux qui ne sont pas multipliés par 10. Si je mets moins de personnes à l'intérieur, il faut que les personnes restent moins longtemps pour pouvoir préparer le même nombre de projets. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a complètement recréé des métiers où là maintenant, par exemple, j'ai un ancien premier assistant qui maîtrise tout le pôle préparation. J'ai recruté 2 ou 3 assistants, je dirais, premiers assistants. Et on avance beaucoup plus dans le travail de préparation en interne. J'ai développé tout un terme de système de contrôle et de mise en œuvre des équipements, de manière à ce que lorsque les équipes arrivent, finalement, elles n'aient qu'à s'occuper que de leur personnalisation. C'est-à-dire, chaque tournage a des spécificités, mais on va dire 50% de la préparation, c'est organiser des caisses, mettre des câbles, mettre une configuration qui, somme toute, on vérifie l'ensemble. Eh bien, tout ce travail-là, on le fait en amont. Ce qui fait que les personnes arrivent. Je pense qu'au départ, c'était compliqué, parce que dans le cinéma, dès qu'on change une petite virgule, ça devient très compliqué. Mais tout le monde a vite compris, les productions et les équipes, que c'était un, nécessaire, et deux, positif, parce que on s'est rendu compte qu'on allait plus vite dans une préparation qui était plus aboutie. Et ça nous a permis de pouvoir garantir le même travail, voire je dirais même mieux, avec un temps plus court et tout en gardant une sécurité pour les équipes. C'était très important pour nous. Alors vous, Marc, donc cette rupture, vous l'avez sentie durement passée, pourrait-on dire. Vous avez créé un groupe de réflexion, je crois. Vous réfléchissez à comment on pourrait sortir par le haut de tout ça. Oui, alors nous, on a eu cette période un peu de repli sur nous-mêmes forcé. Donc, au début, on trouve quelques trucs à faire. On travaille sur la base de données, on vérifie un peu toutes nos adresses, on fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On envisage comment on peut travailler, par exemple, à l'export, ce qui devenait extrêmement compliqué. Donc là, on a des pistes
produire des vidéos, faire des démos filmées. On a créé une chaîne YouTube pendant ce temps-là. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais voilà, on fait tout ça, ça change quoi? Et on se rend compte que, en plus, l'article que j'avais fait un article dans la lettre de l'AFC en juin, où j'ai eu pas mal de réponses et de ressentis aussi bien d'utilisateurs que de confrères et pas mal d'associations, de gens qui disaient oui, on sent ça aussi, on sent qu'il y a une perte, d'abord d'expertise de la part et de connaissances de la part de certains producteurs et de certains réalisateurs, ce qui débouche sur en fait des films qui sont tous calibrés un peu de la même manière, où on produit vite, on fait une lumière plate, on utilise beaucoup de steadicam, et finalement on arrive à tous faire la même chose, et le but c'est de produire des images dans un minimum de temps avec un minimum d'argent. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'après réflexion, on se rend compte qu'il y a aussi un système d'aide qui favorise ça. Alors, qui était, je pense, au départ à bon escient, et qui étaient des aides qui étaient tout à fait légitimes. Sauf que maintenant, ces aides, elles ont un effet pervers parce qu'il y a une catégorie de producteurs qui fait son business sur le montage financier et non plus sur la vie du film ou du téléfilm, etc. Depuis ce qui peut disons la vraie vie d'une œuvre filmée. Donc on a un vrai problème là, on a un manque de dialogue évident on a l'impression qu'il y a d'un côté des producteurs qui sont méchants et qui qui pensent que les autres essayent de les avoir, de les entuber. C'est des choses que dans ce groupe de réflexion, il y a quelques associations de techniciens qui nous ont rejoints, comme il y a l'AFC, il y a l'AFSI, il y a l'association des chefs d'éco, et je vais en oublier, mais des costumières. Et tout le monde a ce même ressenti, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur un tournage on a des pertes de temps, des pertes d'argent qui se font par en fait des manques de connaissances. Et c'est une des choses les plus flagrantes, c'était la diminution du temps de préparation. Les loueurs se plaignent tous des listes qui arrivent 24 heures avant et qui changent 12 heures avant, ce qui a été quelque chose de catastrophique pendant le Covid, moi, de ce que j'ai pu entendre, parce qu'un temps de préparation, surtout au début, comme le disait Patrick, qui était plus important, et d'un seul coup, paf, au dernier moment, on change les choses parce que y a une autre décision, il y a quelque chose. Donc, il y a un manque de rigueur, je pense, qui vient du tandem production-réalisation, qui fait que derrière, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes. Et en plus, on est en train de perdre des gens qui se battent, qui marquent leur position parce qu'ils ont des années d'expérience en tant que technicien, et qui finissent par changer de métier parce qu'ils sont montés au front, parce qu'ils ont dit non, je veux telle caméra, non, je veux ça, je le veux. Et puis vite fait, c'est l'étiquette de l'emmerdeur, et ces gens-là, on les rappelle plus, et là on a toute une je vais dire une génération, mais presque de gens de talent qui est en train de quitter le métier. Et c'est pas une lutte. J'ai l'impression que je suis là pour défendre les techniciens, mais c'est la même chose. C'est le même. On est dans le même circuit, que ce soit les studios, que ce soit la post-prod, que ce soit la prestation, ou que ce soit les techniciens. Il y a un problème de fond. Les moyens pour produire ne sont plus là. Et en gardant des ambitions
qui sont celles d'il y a 20 ans, où il y avait 30% de plus de moyens. Donc, Bon, c'est l'ambition, franchement. hein, Là, tu dis bien, enfin, le mot, vraiment, c'est l'ambition. oui, quoi. c'est ça. L'ambition du projet. Et puis, il faut avoir le dernier appareil qui vient de sortir. Et puis, puis d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé pendant la reprise? Pourquoi nous, on n'a pas eu une reprise au moment de la reprise des tournages? C'est uniquement parce que les productions ayant exercé une pression sur les prestataires ont dit... il se retourne vers le chef-op et il dit « Désolé, ta liste, je ne peux pas la faire. Donc, avec l'argent que j'ai, je ne peux pas investir, donc tu prends, prends ce qu'il y a sur les étagères. Et c'est ça qui est pervers, c'est qu'à partir du moment où il n'y a personne pour dire non à un moment donné, tout ça, c'est une cascade. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système où... qui est le système du caddie qu'on ne paye pas. C'est-à-dire qu'on remplit son caddie, on arrive à la caisse et on dit « Ah désolé, j'ai que 50 euros. Ah mais monsieur, il y en a pour 250. Ah c'est ça ou je vais chez votre concurrent. » Et le fait à 50 euros. Pour illustrer ce que tu dis, il y a un chiffre qui est quand même énorme, c'est 500 millions de pertes de valeur pour la production en 5 ans. Sur 5 ans en année glissante, c'est un chiffre FICAM. Bon, c'est 500 millions. Pour revenir, pardon, rien, je voudrais juste, parce que là, on a plus de 20 minutes. Vous êtes tous très disert et c'est formidable, mais malheureusement, on est contraint par le temps puisqu'on est enregistré. Pardon, je passe la parole à Nicolas. Je voudrais savoir, pour la production, rupture majeure ou on ne peut pas tout faire à la maison? Oui, ça, on ne peut pas tout faire à la maison. On peut quand même réfléchir à des... Je reprends ce que disait Patrick, le Covid, c'est un vrai révélateur et aussi un révélateur à la fois de problèmes anciens et sur la partie technique, d'agitateurs aussi de nouvelles méthodes. Ça, si on veut voir les choses positives, je dirais ça nous a obligés tous à réfléchir, quoi. Voilà. Et à trouver des solutions. Voilà. Sur la post-prod, il y en a, et elles sont, de mon point de vue, limitées, parce qu'on ne voit pas comment les étapes majeures de la post-prod peuvent être gérées à distance, à la fois pour des problèmes technologiques, mais essentiellement pour des problèmes de métier, de travail. On tourne pas à distance, je ne vois pas pourquoi on étalonnerait à distance. Le problème, il est plus de la façon qu'est-ce que c'est qu'un étalonnage, plutôt qu'un problème de réseau, de commande, de remote. Tout ça, on sait faire aujourd'hui. La technologie est vraiment pointue. Mais réunir des gens autour d'une idée commune, autour d'un réalisateur, ça, je crois qu'il faut mettre les gens en relation, quoi. Voilà. Donc, on travaille plutôt sur les mesures barrières, sur comment sécuriser les personnes. Mais sûrement pas comment mettre Pierre-Paul ou Jacques chez lui, quoi. Enfin, voilà. Stéphane, les habitudes de travail, elles ont changé évidemment un peu automatiquement. Mais vous me parliez par exemple de quelque chose qui est en train de changer par rapport au combo, par exemple. Oui, effectivement, sur les tournages, il y avait un endroit qui était à risque, c'était le combo, parce qu'effectivement, tout le monde se réunit autour de cet écran pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans la caméra. Et du coup, effectivement, moi, c'était une méthode que j'avais déjà essayé d'utiliser, que j'avais déjà utilisée et qui aujourd'hui, je pense, est devenue plus courante. C'est le système d'une transmission Wi-Fi de l'image du retour caméra qui permet aux techniciens sur le plateau, sur une tablette ou sur un smartphone, de voir en direct ce que filme la caméra. Et du coup, ça permet aux gens de s'isoler dans différents espaces pour pouvoir surveiller chacun son travail à distance. Et ça, c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose qui était difficile parfois à vendre à la production, et aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Différentes habitudes de travail générées par le Covid, effectivement, il y a eu un questionnement sur nos façons de travailler, et les productions, au départ, on a craint que les productions veuillent limiter aussi le nombre de personnes sur le tournage, donc enlever des postes, pour avoir moins de monde sur le plateau, pour pouvoir respecter davantage les distanciations sociales, mais en même temps, on se retrouvait confronté à aussi travailler plus vite, prendre un peu de temps pour quand même désinfecter, etc.
Et du coup, il y a eu cette crainte. Finalement, j'ai l'impression qu'on a conservé les mêmes équipes globalement dans les témoignages que j'ai pu avoir. Voilà, on essaye simplement de travailler plus vite. Ce retour vidéo, c'est vrai qu'il y a aussi toute la préparation. On évoquait effectivement la préparation qui a une tendance à être aujourd'hui réduite à des temps vraiment très courts, et la mise en place de beaucoup de réunions à distance, des Zooms, etc., les réunions en téléconférence. Et j'ai vu quand même aussi des productions qui essayaient, en tout cas pour ma part, de dire « Ah, mais à cause du confinement, on ne va pas te faire aller voyager en train pour aller voir tel décor, tu vas voir juste des photos. » Et il faut se battre pour pouvoir effectivement maintenir un certain niveau de qualité. Voilà. Et les productions ont dû probablement absorber un coût. Ça, c'est évident, parce que référent Covid, parce que parfois du personnel qui désinfecte les plateaux. J'ai eu ça sur un tournage aussi. Quelqu'un qui, en permanence, un poste supplémentaire, s'occupe des poignées de porte, des sanitaires, etc. Donc, c'est en plus du référent, c'est vrai que ça a un coût, plus les masques, etc. Donc, et je n'ai pas l'impression que les productions, effectivement, aient eu d'aide particulière pour ces produits et ces postes supplémentaires. Donc, il y a eu une adaptation à faire. Ouais. Donc, il y a des choses qui vont rester. Donc. Des choses qui vont probablement rester. Et c'est vrai que je pense que cette crise, effectivement, a été un révélateur de nos fragilités et nous a tous questionnés sur un avenir, sur effectivement les problèmes sanitaires, les problèmes écologiques. Et on a évoqué tout à l'heure les problèmes de harcèlement. Il y a un questionnement sur les fondements de notre travail. Et maintenant, il faudrait que les choses s'élargissent sur effectivement pouvoir maintenir un niveau d'exigence, pas une perte de qualité, essayer de travailler main dans la main avec aussi les loueurs, les industries, pour tous se soutenir et maintenir un niveau d'exigence qui soit intéressant pour tout le monde. Ouais. Alors, il nous reste exactement 13 minutes pour aborder la dernière partie de cette table ronde. Donc, je vais vous demander tous d'être le plus concis possible. Parlons un petit peu de 2021, comment se profile 2021, quels défis, quelles erreurs éventuellement à ne pas commettre. Eric, au niveau des studios, il y a pas mal de gros projets en cours. Ouais. Nous, on essaye déjà raisonnablement de refaire le volume de 2019. Voilà, c'est le premier objectif. Puis après, oui, il y a des choses qui sont assez fascinantes parce qu'on voit le développement des murs de LED, par exemple. C'est qu'il y a une espèce d'ajustement à faire entre ce qui est proposé, ce qui est très technologique, ce qui est très cher, et le besoin qui est à peu près universel. On entend parler partout de cette idée, pourquoi pas utiliser des fonds LED, des découvertes, des incrustations, etc. Voilà, pour ce décor virtuel. Donc ça, c'est un peu fascinant parce qu'on ne sait pas trop où on va. En tout cas, nous, on s'y intéresse. Et puis, on a des projets sur notre backlot 217 à Bretigny, enfin à côté de Bretigny, qui est de fabriquer des studios, parce qu'on est un peu le seul pays en fait en Europe où il n'y a pas des gros studios comme ça, avec des gros backlots. Donc ça, c'est un projet qu'on mène et qui devrait voir son premier coup de pioche normalement à la fin de l'année, puisqu'on a un permis de construire qui va arriver. On va voir Astérix entre-temps là-bas. Alors Astérix, d'ailleurs, c'est un cas particulier, parce qu'eux, ils ont leur décor de Chine qui ont sauté à cause du virus, et qui vont le faire en France. Vous voyez, ça peut être aussi là un balancement positif. Il y a eu des Indiens, un film Netflix Inde qui devait se faire dans notre avion parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en Inde et qu'ils ont failli venir le faire en France. Donc si ça se trouve, bon, ça s'est pas fait, je sais pas, mais ça a failli. Il y a peut-être des effets comme ça d'internationalisation qui vont être positifs pour la France. Puis on espère, tout le monde est à espérer que le développement des plateformes type Amazon, etc., soit aussi bénéfique pour nous, pour l'ensemble de l'industrie de l'audiovisuel français, quoi, à moyen terme. Voilà. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut que tu parles. En dehors du Covid, il se passe quand même des choses en Europe. Hein. Il y a un petit élément qui s'appelle le Brexit, hein, qui aussi va changer complètement les modes de production. Hein. Il faut pas oublier quand même que la production américaine exportée est d'abord une production anglaise. Alors, oui. C'est bien placé pour en parler. D'ailleurs, d'où une excellente initiative justement de se diriger vers des structures françaises dignes de ce que doit représenter la France dans un environnement cinématographique mondial. Parce qu'il est évident
que le Brexit va avoir un impact important sur la production européenne et quand même, on peut bien l'espérer, sur la France. Les plateformes sont évidemment une source de questionnement et devraient, plutôt qu'effrayer les gens, être un critère de production rassurant. On en parlait avec Marc. La production, en tout cas le pouvoir de production est lié au pouvoir de distribution. En France, le pouvoir de distribution va évidemment évoluer. Donc forcément, les manières de produire et les impacts vont être différents. Le marché franco-français, je le dis dans ce que je suis en train d'exprimer, est franco-français. On n'a rien à perdre à ce qui s'internationalise. L'exception culturelle française a une qualité qui doit s'exporter et en s'exportant amènera des solutions, j'espère, à ce que tu disais, à savoir le financement. On est dans une espèce d'entonnoir là, qui nous entraîne vers le bas, qui réduit les ambitions, qui réduit les moyens et qui réduit la technologie. Il faut se mettre dans un contexte qui nous permet d'avancer. Si le Covid pouvait accélérer les choses et nous amener dans des conditions qui soient plus internationales, ça serait très bénéfique. Voilà. Marc, des défis, des craintes pour 2021 ? Des craintes, moi-même, malheureusement, comme je dis depuis tout à l'heure, je pense que tant qu'on ne règle pas le gros problème, enfin l'éléphant dans la pièce, ça va être compliqué. Ça sera... Nous, ça va être compliqué parce qu'on a bêtement fait des PGE, des prêts garantis par l'État, parce que sinon c'était la fin de l'entreprise, que même si ça a été annoncé qu'il y aurait un report d'échéance, on a quand même un petit problème, va falloir rembourser un jour. Et que si on n'a pas un vrai redémarrage et qui passe aussi par un retour d'argent frais dans le métier, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il y a il y a effectivement ramener, peut-être aussi produire moins et mieux, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de systèmes de plus on produit, plus on a d'aide, etc., qui est peut-être pas forcément bon pour personne. Et effectivement, produire de la qualité qui s'exporte, je pense que c'est pas mal. J'entendais ce matin, il parlait de Lupin qui fait de très beaux scores sur Netflix aux États-Unis. Waouh, c'est le premier, quoi. C'est le premier. Avant ça, c'était Casa del Papel, puisque des séries coréennes, des séries d'un peu partout, allemandes, etc., mais pas de françaises, quoi. Les plateformes sont une chance pour l'exception culturelle. Je pense que, et en plus, ils ont des exigences qualitatives qui sont intéressantes et qui ouvrent peut-être à mieux. Bon, en attendant, je pense que je vais continuer ce groupe de réflexion et j'invite les gens à me contacter. C'est simplement que chacun réfléchisse dans ses départements à comment on peut améliorer les choses et ce qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a une des choses aussi, c'est de donner la vraie valeur des métiers. Et je pense que le problème, c'est que les chefs de poste doivent repenser au fait qu'ils ont en face d'eux des interlocuteurs, producteurs, réalisateurs, qui ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils peuvent apporter. Et le fait d'être obligé à chaque fois de justifier ses choix, je pense qu'après des années d'expérience, c'est un peu pénible, quoi. Mais là, je me mets à la place de Stéphane. Effectivement, il y a un formatage de la façon de fabriquer les films qui est terrible. Et c'est vrai qu'il faut se battre très souvent pour obtenir un certain type de matériel ou certains matériels spécifiques sur un plateau. Ils ne comprennent pas. Il faut que tous les films soient fabriqués avec les mêmes choses et dans le même temps. Tout le monde veut la même lumière ? On ne parle pas tant de lumière, non.
je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des lumières différentes. Voilà, il y a des films avec des ambiances très contrastées, plus dans la pénombre. Je crois que les chaînes sont un peu plus ouvertes qu'il y a quelques années. Mais voilà. Mais pour 2021, enfin, je vais peut-être. Moi, mon inquiétude, c'est que les films de cinéma puissent être diffusés. Ça, c'est quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de films qui sont coincés là, et ça, je pense, ça aura un impact très fort sur l'avenir des tournages de longs métrages. Et alors, certes, les plateformes investissent en France beaucoup d'argent. Effectivement, ça nous permet de tourner. Les chaînes de télévision aussi, qui ont été impactées par l'arrêt des tournages, veulent absolument tourner et diffusent très très vite d'ailleurs les choses que nous avons tournées. Mais c'est vrai que pour le long métrage et la diffusion en salle, ça il y a encore une grande question. Voilà, et je souhaite que les choses puissent revenir à la normale le plus vite possible. Je pense que là, tu vois, Stéphane, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je crois que le grand danger du système qu'on a aujourd'hui, c'est les salles. Mais malheureusement, tu vois, on est tous ici et chacun d'entre nous, on a des réflexions sur le Covid, le modèle économique, qu'est-ce que je fais, comment je m'adapte. Les salles doivent vraiment penser cet état d'esprit. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à cet environnement qui va changer, c'est sûr. C'est sûr. On regarde HBO, Warner, les gens veulent produire, les plateformes ont besoin d'avoir du long métrage, des séries. On a besoin d'avoir du long métrage parce qu'il y a des gens qui veulent avoir une histoire, commencer une histoire, finir une histoire. Et il y a des gens qui ont envie d'avoir des séries parce qu'ils veulent suivre une histoire dans le temps. Oui, il y a aussi des gens qui ont envie d'aller dans les salles. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Et le médium, il en faut pour tout le monde. Voilà. Non, mais le médium qui va être utilisé pour visualiser un film, je veux dire, aujourd'hui, je pense, n'est plus exclusif. Et comme il n'est plus exclusif, il faut que chaque médium amène son spectacle. Et c'est, je pense, en ça où, au niveau des salles, il faut réfléchir plus que par la chronologie des médias, parce que la chronologie des médias va être mise à mal, c'est obligé. Elle commence. Ouais. Je veux dire, mais c'est obligé. Je veux dire, ce qui faisait le pouvoir de la chronologie des médias, c'était le pouvoir de distribution. Le pouvoir de distribution, c'est plus les salles, c'est les plateformes. Donc forcément, la chronologie des médias va être mise à mal. Donc, comme elle va être mise à mal, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réinventer un spectacle dans les salles ? Alors, moi, je pense que la vraie question, c'est ça. Il nous reste 3 minutes, donc je suis désolé. Je voulais quand même donner la parole à Nicolas, parce qu'on parlait des perspectives de 2021. Votre grande inquiétude, c'était le financement de la production indépendante, justement, qui rejoignait un peu ce que disait Stéphane. Voilà, ce que dit Stéphane. C'est évident aujourd'hui, avec 300 films qui attendent d'être distribués et exploités, qu'on va avoir un vrai problème. Et que, évidemment, tout ça va avoir une forte répercussion sur le financement, et notamment des films indépendants qui sont financés par le fonds de soutien ou par la remontée des recettes. Bon, s'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas d'argent. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, il y a une forte inquiétude là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, il faut que tout le monde s'y mette et réfléchisse bien. Ouais. Et à l'inverse, économiquement, on a cette espèce de vraiment forte augmentation des tournages de films de plateforme, quoi. Voilà. Et nous, en post-production, une entreprise comme Polisson, jusqu'à présent, vivait à 80-90% du long métrage, et on est en train de constater que même sur 2021, on va être à 60-40, quoi. Enfin, et avec vraiment peu de visibilité sur le long métrage et des choses beaucoup plus structurées, il faut le dire, sur les plateformes, et notamment que ce soit économiquement, mais aussi dans l'approche métier. Le film de plateforme est un film planifié, très très structuré, quoi. Le long métrage aujourd'hui subit tous les problèmes que tu as décrits tout à l'heure. Et moi, j'appelle ça en post-production, aujourd'hui, la post-production façon puzzle, quoi. C'est-à-dire que ce qui était avant, commençait à une date, se terminait à une autre, n'a plus de visibilité. On nous commande des choses au dernier moment, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, et
on éparpille, on va dire, les tâches de post-production. Et ça a aussi un vrai impact économique, parce que forcément, c'est moins d'efficacité et c'est moins et c'est même finalement mauvais du point de vue artistique, parce que ça éparpille aussi disons, la façon de travailler, de se concentrer sur une œuvre, quoi. Et on arrive presque à la fin, mais j'avais quand même une dernière question qui me brûle les lèvres, Stéphane. Est-ce que c'est la fin de la table régie sur les tournages? Ouais, c'est compliqué. Non, C'est la fin de la gabegie. non, moi, j'y crois pas trop parce que je pense que ça reste quand même du carburant pour l'équipe, la table régie, et on en a besoin. Donc là, les tables régies, elles se sont adaptées avec des portions individuelles, des fontaines à eau. Alors moi, ça me pose le problème de l'écologie d'ailleurs, parce que on a eu un retour en sortie de Covid, enfin de premier confinement, des bouteilles d'eau sur le plateau, alors qu'on avait tous des gourdes, on s'y était mis, etc. Il ne s'agissait plus d'appuyer sur la fontaine. Et bon, finalement, je vois que les gourdes reviennent. Ils vont inventer les fontaines à pédales, distributeurs de gel à pédales. Les portions individuelles, bon, ça fait des sachets en plus. Mais je pense que là aussi, avec un peu d'adaptation, les gestes barrières ou quelqu'un à la régie qui va distribuer les cafés le matin, ça va fonctionner. Mais la table régie, elle existera toujours. Il reste un point fragile, je pense, par rapport à la situation Covid. Il reste très peu de temps. Oui, sur le plateau, à mon avis, c'est la cantine. Ouais. Ouais. C'est là où, d'ailleurs, les clusters, à mon avis, ont dû se faire, parce qu'il y a eu des tournages avec des clusters, des vrais clusters. Et effectivement, tout le monde se retrouve à table, même si on est un peu distancié, on est sous un barnum, on parle, on n'a plus de masque. Et là... Alors, chaque tournage a ses façons de procéder. Certaines cantines avaient des plexis, d'autres non. J'ai vu tout et rien. Alors, plus de Donc, on cantines en s'adapte. France, c'est un gros problème C'est impossible. culturel, quoi. Bah, c'est impossible. Non, une équipe a besoin malheureusement, oui, d'un peu d'énergie aussi. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Nous avons un petit peu dépassé le temps imparti, mais c'était pour la bonne cause. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.